Jeanne Rocher, bonjour, vous êtes le directeur général d'Iseop. Iseop, ça s'écrit Y-S-E-O-P. C'est un nom que vous n'avez pas choisi au hasard. Peut-être que vous pouvez commencer par nous expliquer pourquoi Iseop. Oui, bonjour Emmanuel. Iseop, effectivement, est l'anagramme de poésie, qui est le vieux mot en anglais pour parler d'une poésie, tout simplement. Et on fait l'inverse dans notre produit de ce que fait une poésie. Quand vous écrivez une poésie, vous exprimez ce que vous voulez dire sur le papier et après vous allez travailler le vocabulaire pour donner une mélodie au texte. Eh bien, Iseop fait l'inverse. Iseop est un logiciel d'intelligence artificielle qui rédige comme un être humain, il connaît la grammaire, mais à la vitesse de milliers de pages par seconde. Alors, c'est une entreprise qui a été fondée en 2008. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel type de client elle s'adresse et quels services Iseop peut leur rendre? Oui, alors c'est une société qui a été créée en 2008, mais qui en fait est issue des travaux de recherche d'anciens de l'ENS Cachan. Et il y a 200 annéums aujourd'hui de développement. C'est extrêmement complexe de faire ce que fait notre cerveau, puisque quand on parle et que l'on écrit, en fait on exprime un raisonnement en langage naturel, pour être plus précis. Et c'est ce que fait la machine. Voilà. Alors, pour être clair, elle va chercher des données, une énorme quantité de données. Voilà. Elle les synthétise? Nos clients sont toutes les entreprises qui disent et qui collectent beaucoup de données. À partir du moment où vous collectez beaucoup de données, vous avez un véritable problème qui est sur l'usage de ces données, comment ces données vont être interprétées, vont être comprises. On peut en faire des graphiques. Voilà, alors on peut en faire des graphiques, et c'était une innovation de Business Object il y a une vingtaine d'années. Le graphique présente 3 inconvénients. La difficulté de s'assurer une homogénéité de la compréhension d'un graphique. Le deuxième point est effectivement, il est difficile d'exprimer une cause. Alors vous savez, quand les ventes baissent, la première question c'est pourquoi, et le graphique ne va pas vraiment vous dire pourquoi. Et la troisième chose surtout, c'est si on collecte des données, l'intérêt c'est de pouvoir effectivement prendre des décisions avec ces données qui sont objectives, plutôt que des décisions subjectives basées sur l'expérience. On va se baser sur un raisonnement, sur des données et sur une analyse des données. Or, effectivement, si les graphiques ne peuvent pas vous aider à prendre de décision, le texte vient en complément. Il s'agit pas, on n'est pas du tout en concurrence, on vient en complément. Aujourd'hui, il est considéré que la 3e génération de la data visualisation, c'est-à-dire comment restituer à des utilisateurs finaux les leçons que l'on peut apprendre des données sont plus simples à faire en langage naturel, en complément des outils graphiques. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples de clients pour lesquels vous avez travaillé et qu'est-ce qu'ils ont tiré du logiciel? Bien sûr, je vais vous donner donc un client français qui se trouve être la Banque Postale. Ils ont donc 17 000 postes de travail équipés avec notre solution. D'accord. Et quand vous rentrez dans un bureau de poste et que vous demandez à parler à un conseiller de la Banque Postale, eh bien, en un clic de souris, la personne va pouvoir analyser vos informations financières, comment vous gérez votre compte, etc. Et la machine va faire toute la partie analytics pour restituer sous une forme de texte qui est le client, comment mieux vous conseiller sur la gestion de vos comptes. Peut-être que vous laissez trop d'argent sur le compte courant et vous feriez mieux de le mettre sur votre livret, etc. Tous ces conseils, mais automatiquement sur une analyse, et puis restituer et vous donner éventuellement, vous proposer des produits financiers qui sont bien adaptés et de façon légale, on va dire réglementaire. Voilà. Ça, c'est un premier exemple de client. Un deuxième client, je vais prendre un exemple aux États-Unis, puisque nous sommes installés là-bas et nous avons beaucoup de succès. C'est Moody's, l'agence de notation. Donc, l'agence de notation a des algorithmes en fonction des secteurs de marché pour vous calculer votre notation. On connaît tous les notations des pays, mais il faut savoir que Moody's note aussi les entreprises, note les villes, les villes, note les comtés aux États-Unis. Donc c'est très très large en termes de notation. Et la partie écriture du commentaire de la note était faite manuellement, ce qui posait des problèmes réels juridiques parce que l'homme n'est pas capable de faire une homogénéité. À partir de maintenant, effectivement, de plus en plus de rapports de Moody's, de notations, sont réalisés et rédigés par Iseop. Voilà un exemple de... Très concret, effectivement. Absolument. Alors, votre entreprise compte 40 salariés. Elle devrait réaliser cette année environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes installé à Lyon, mais votre particularité, c'est que vous avez fait le choix très vite d'aller aussi travailler aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et pourquoi ?
Voilà, eh bien, tout simplement parce que nous pensons que dans notre métier, comme dans les autres, vous savez que à partir du moment où on a une équipe de R&D, dans notre métier, nous n'avons pas de stock, nous n'avons pas d'inventaire, et il faut vendre à grande échelle. Le marché américain est le premier marché au monde pour le logiciel. Près de 50% des logiciels vendus au monde sont vendus aux États-Unis, et donc il fallait aller acquérir ce marché, gagner nos premières références, et nous avons de prestigieux clients de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi Londres? Eh bien parce que nous avons aussi des clients qui se sont... et puis que c'était simple, puisque notre outil est écrit non seulement en français, mais aussi en anglais, voilà, aussi en espagnol, aussi en allemand. Donc vous voyez que, et bientôt en japonais dans les semaines qui viennent. Voilà. Et alors vous avez fait un choix assez surprenant, vous êtes allé vous installer aux États-Unis, mais pas dans la Silicon Valley. Voilà, exactement. Alors tout le monde m'a dit mais pourquoi d'autant plus que j'avais de l'expérience, puisque j'ai écrit 2 livres sur le sujet dans le passé, que j'ai vécu une quinzaine d'années aux États-Unis, que j'ai été à l'université de Berkeley, donc la Californie. Vous avez fait des infidélités à la Californie pour Dallas. J'ai fait une infidélité pour Dallas. Et pourquoi? Simplement parce que notre R&D est basé à Lyon. Voilà, c'est nos équipes choc sont sur une trentaine de pourcents de votre chiffre d'affaires de R&D. Une trentaine de pourcents, c'est 15 personnes aujourd'hui en R&D et une équipe extrêmement pointue d'ingénieurs brillants. Et quand on est allé aux États-Unis, en fait, c'était pour commercialiser et marketer notre logiciel. Et nos clients se trouvent où? La majorité des clients, les 2/3 des clients, si vous vendez à des clients finaux, la 2/3 des clients sont dans un couloir qui est entre Chicago, Boston, New York et Washington. Voilà, vous avez 2/3 de la puissance industrielle américaine à cet endroit-là. Donc, comme on vend à ces clients-là, eh bien, il n'avait pas de raison d'aller sur la Californie. Dallas, ce n'est qu'1 heure de décalage avec New York. Et Dallas, c'est une qualité de la vie, à part l'été un peu chaud, mais le reste de l'année, c'est absolument fabuleux. On vend, c'est vrai, notre outil est suffisamment mûr, on sait le vendre en self-service, on sait le vendre à distance. Donc on ne se déplace pas, on ne va pas voir les clients. On fait tout par des webconférences, etc. Donc la lieu géographique ne gêne pas. Par contre, effectivement, être en Californie quand on vend un client à New York pose des problèmes de time zone, parce que 3 heures c'est beaucoup, 1 heure c'est très acceptable pour eux. Et alors, vous avez récemment remporté 2 succès dont vous êtes assez fiers aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors le premier succès est important puisque c'est un contrat immense pour nous, puisqu'il est plusieurs fois notre chiffre d'affaires. 20 fois votre chiffre d'affaires. Voilà, tout à fait. Encore un peu de mystère autour de tout ça. En potentiel, effectivement. Vous en dire plus dans les prochaines semaines. Et c'est à New York, effectivement. On a une agence de vente à New York. On a quand même ouvert un bureau à New York parce que dans le monde financier, les big data, ce n'est pas des projets, c'est de la réalité de tous les jours. Donc, et ils ont très vite compris que la restitution des données sous forme de textes intelligents, je veux dire textes intelligents, c'est des résumés de situation, c'est des diagnostics, c'est des recommandations, c'est du prescriptif. Voilà, la capacité à partir des données à produire ce genre de documents est extrêmement précieux. Donc, on a une agence et donc c'est un client de New York qui effectivement nous a confié un énorme contrat qui va changer la face de notre société. Et vous avez aussi reçu un prix assez prestigieux en amont. Voilà, alors on a reçu un prix, il est d'autant plus prestigieux qu'il a été donné par un grand analyste californien, Ventana, et ils nous ont nommé l'innovation informatique de l'année 2016. C'est énorme pour nous, c'est comme un jeune cinéaste qui gagne un Oscar. Ben voilà, c'est un pas important pour nous dans notre progrès. On en est très fiers et très contents, surtout très contents, et tout en restant humble. On sait que les difficultés, il faut travailler tous les jours, il faut garder son humilité et surtout servir ses clients au mieux. C'est le point le plus important. Écouter ses clients, être sûr qu'on continue à leur fournir des produits qui correspondent à ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, Jean Rocher. Merci.